Salut à toutes et à tous, merci de regarder ce nouvel épisode de L'œil de Moumou, la chronique média de Mourad Guichard, diffusée sur Le Média, sur notre chaîne YouTube, sur notre site de mediatv.fr, mais aussi et surtout sur le canal 165 de la Freebox et sur Molotov, le média, votre média, vous le savez, et en campagne de fin d'année pour nous permettre de survivre dans cet environnement difficile et de nous développer. Allez sur lemediatv.fr/soutien et faites le geste qui sauve. Salut Mourad. Bonjour à toutes et à tous, bonjour à toi Théo. Alors comme le veut la tradition, on commence par les tops et les flops, mais avant ça, tu as un préambule. Oui, parce que je ne sais pas trop où le caser. C'est pas alors évidemment, c'est pas un top, c'est pas un flop, c'est même pas un flop d'or, c'est une... je sais pas. Au-dessus, il y a le soleil. Oui, je pense que c'est ça. Ou alors c'est l'Antarctique, derrière le grand mur qui nous sépare de l'Antarctique pour ne pas savoir ce qui s'y passe réellement, comme disent les complotistes. Il y a Yann Barth, qui est officiellement un journaliste qui bosse pour Franc-Tireur. On a déjà parlé de Franc-Tireur Magazine ici. Donc le fameux journal de tout ce qui est la bande organisée du printemps républicain. Il va publier un papier sur Tzedek, donc alors je le dis très tranquillement, mes camarades de Tzedek, donc c'est des camarades français de confession juive qui sont progressistes, qui sont en gros l'antithèse, qui sont humanistes, qui sont pour la paix, qui sont en gros l'antithèse du CRIF, et puis du JFP, idem, l'Union des Juifs français pour la paix, et cet article va être titré, tenez-vous bien, on va voir la capture d'écran, Juif mais pas trop. Qu'est-ce que ça signifie, juif mais pas trop? Ça veut dire qu'il s'autorise, alors il, avec un S, s'autorise, Yann Barth et son journal Franc-Tireur, qu'on appelle parfois Franc-Cireur, il s'autorise à donner des bons points et des mauvais points, un peu comme les chasseurs des inconnus. Il y a des bons juifs et des mauvais juifs. Des mauvais juifs, ça veut dire quoi? Déjà, les qualifier, les réduire à leur confession présumée de juifs, parce qu'on peut être juif de culture, on peut être musulman de culture, sans être pratiquant, sans être croyant. Eh ben, il va les réduire à leur judéité et estimer qu'ils ne sont pas des bons juifs. Mais ça s'appelle comment, ça? Ça s'appelle de l'antisémitisme, purement et simplement. Il va recevoir une salve comme ça, évidemment, de critiques, parce que c'est pas tolérable de qualifier comme ça des gens de bons juifs et de mauvais juifs, des compatriotes français, surtout dans la période actuelle, et il va essayer de répondre, et en répondant, il va s'enliser totalement. Je vous laisse regarder sa réponse, enfin l'une de ses réponses. Il va expliquer, tenez-vous bien, on va le voir à l'écran, j'aimerais ajouter que Tzedek ou l'UJFP ne sont pas plus condamnables en tant que juifs, donc il essaie de se dédouaner par rapport à ces accusations antisémites, et il va mettre, virgule, proche d'organisations terroristes. Mais c'est complètement délirant. Il est en train de dire que nos camarades de Tzedek et de l'UJFP sont proches d'organisations terroristes. Est-ce qu'il a une preuve? Pas lesquelles? Non, évidemment que non, il ne peut pas. Ce sont leurs liens et leurs idées que je dénonce en lien avec leur identité. J'espère que c'est clair. Non, c'est pas clair, mon pauvre Yann Barth. C'est absolument pas clair. Ou inversement, c'est trop clair pour comprendre ce qui te motive pour écrire tes papiers. Sachant qu'il avait déjà fait des papiers, alors c'est pas une première chez Yann Barth, il avait déjà fait des papiers, donc publiés toujours dans ce journal partisan, Franc-Tireur. Il avait publié des papiers, notamment condamnant Nicolas Cadenne, alors, lui mettant une cible dans le dos, pour prendre l'expression habituelle de ce camp, pour dire c'était un chasseur, alors, l'expression exacte je ne me rappelle plus, c'était un chasseur de laïcs, enfin c'est complètement délirant, alors c'est la référence, Nicolas Cadenne, de la référence en matière de laïcité et l'ancien responsable de l'Observatoire pour la laïcité. L'ancien rapporteur avec Jean-Louis Bianco, c'est juste incroyable de sortir des choses pareilles. Alors, je voudrais juste faire une petite comparaison avec Le Point. Le Point qu'on pointe ici de manière, sans jeu de mots, qu'on pointe ici de manière régulière, parce qu'il y a quand même quelques problèmes. Le Point, si vous voulez, je préfère Le Point. J'ai envie de dire. Le Point, ils sont... Alors, c'est sur papier glacé. Déjà, ça salit moins les mains, les doigts. Ça, exactement. Alors oui, je montre. Alors, je ne sais pas si on va le voir sur cette caméra-ci, mais voilà. Ils disent que c'est pas lui qui a choisi le titre compagnie, machin bidule. Il essaye de se dédouaner, sauf que Juif, mais pas trop, apparaît bien en une du journal. Donc, c'est complètement assumé par cette rédaction. Et donc, je préfère Le Point,
pour une raison simple, c'est qu'à la fois il y a le papier glacé, donc ce que je disais, mais le Point, ils me font sourire. Je me dis, si on met un peu d'argent pour acheter un exemplaire du Point, on a des enquêtes rigolotes. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des scoops, des enquêtes complètement bidonnées. Ils vont tordre des sondages, ils vont les plier en 4 pour arriver à dire que, par exemple, le dérèglement climatique, c'est la faute des musulmans. Bon, ils sont capables de tout au Point, mais capables de tout. Et Géraldine Wössner... Ils sont plus créatifs, on va dire. Oui, ils inventent des trucs bidonnés. Alors, on ne va pas rappeler le truc sur Garrido et Corbière, mais ils inventent des histoires incroyables. Ils se font piéger. Géraldine Wössner se fait piéger sur Twitter parce qu'elle raconte des mensonges, des intox, des infox. Vous l'appelez que ça comme vous voulez. Elle va sortir des pires bobards et elle va se faire coincer, notamment, alors je crois que c'était Emmanuel Bompard qui l'avait coincé sur le fait que, soi-disant, des élus avaient dit que de toute façon, on ne respectera pas l'ensemble du programme du nouveau Front Populaire, machin. Il lui a demandé juste des noms, incapable de filer le moindre nom. Et donc, c'était une intox totale et complète. Donc, voilà, je préfère le Point. Au moins, c'est amusant, c'est rigolo, c'est distrayant, c'est une espèce de pif gadget pour adultes. Pour des maisons d'hôtes et des châteaux. Oui, c'est ça, en plus. Donc, il y a de l'immobilier, il y a des tendances, des marques, ils se font placer des produits et tout ça. Moi, j'aime bien le Point pour ça. Non, Franc-Tireur, pour le coup, eux, c'est zéro enquête. Il n'y a aucun article critique sur le gouvernement, sur la Macronie. C'est uniquement la gauche qui en prend plein la gueule. Il y a quelques articles un peu critiques sur le Rassemblement national, mais essentiellement, c'est vraiment une déclinaison. Alors si, une fois, ils ont fait une enquête, sauf que c'était un plagiat. Ça a été démontré par nos amis d'Arrêt sur Image. C'est en fait une espèce de CNews, c'est-à-dire de discussion. Et je leur en veux pas par rapport à ça, parce que à force de ne pas enquêter, de ne pas faire de reportage, de ne pas faire de révélation et de cirer les pompes du pouvoir, ils en viennent à faire comme CNews, c'est-à-dire à révéler leur véritable identité et à faire du blabla permanent, donner leur avis alors qu'on n'en a rien à foutre, qu'ils ne sont pas qualifiés pour ça. Notamment, Yann Barth n'a aucune qualification pour parler de nos copains de Tzedek et de l'IJFP, mais ils le font et du coup, ils tombent dans le panneau. Et c'est parti pour les tops. On commence par Maude Vergnol, co-directrice de l'UMA. Oui, alors absolument. Je rappelle, pour des raisons déonto, que je travaille depuis très longtemps pour l'humanité et que je connais, pour le coup, Maude Vergnol. C'est d'ailleurs là-bas qu'on s'est rencontrés, jadis, Momo. C'est vrai ? Ah, je n'ai pas ce souvenir-là. Justement. Écoute, tu me rafraîchiras la mémoire et on ressortira les vieux clichés et les diapos dans l'émission. Tu n'avais déjà plus de cheveux. À venir. Oui, ça c'est une marque de fabrique, c'est mon côté Yul Brynner. Donc, elle est co-directrice de l'UMA. Et elle se retrouve face à Jean-Louis Bourlange, et donc on est sur une affaire politique, mais Maude Vergnol intervenait évidemment en tant que journaliste et en tant que responsable d'une rédaction, et elle va halluciner littéralement. Je pense que vous allez aussi un peu halluciner si vous n'avez pas vu cet extrait. Par rapport aux réponses apportées par Bourlange, qui pourtant, notamment face à Meyer Habib, s'est illustré il y a quelques mois, en l'obligeant quasiment à dégager d'une salle de commission. Et là, il va tenir un discours complètement... On a l'impression qu'il a fait une espèce de mini AVC avant de sortir ce qu'il va sortir. Je vous laisse écouter. Justement, excusez-moi, Monsieur Bourlange, mais vous parlez de la crise démocratique, tout le monde s'interroge sur pourquoi les citoyens ne s'intéressent plus à la démocratie, mais moi, ça me choque ce que vous dites. J'ai l'impression d'être dans l'Amérique de Trump, avec les vérités alternatives. Excusez-moi, il y a eu un résultat d'élection. Pourquoi vous le remettez en cause ? Je veux dire, c'est arithmétique, il y a une force... C'est ça que vous appelez un résultat. Excusez-moi, il y a un fait. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord au moins sur ce fait ? Le NFP est-il arrivé en tête des élections législatives, Monsieur Bourlange ? Mais est-ce que j'ai dit comment ? Le NFP est-il arrivé en tête des élections législatives ? Non. Une question. Non, vous en êtes témoin. Donc on a Monsieur Bourlange qui nous explique que le NFP n'est pas arrivé en tête des élections. En termes de voix, c'est le RN. De très loin. En termes de groupe, non. D'accord. Vous pouvez. Non, mais vous avez la responsabilité de vos propos. Vous pouvez considérer que Glucksmann a fait remonter. Juste une phrase. Monsieur Bourlange, s'il vous plaît. Non, mais Glucksmann a fait remonter le PS à un niveau très élevé. Il avait été complètement écrasé. C'est les Européennes. Est-ce que Glucksmann représente le LFI ? Incroyable.
On continue avec François Bayrou, notre Premier ministre, que tu félicites. Ah oui, alors c'est ce qu'on appelle c'est ce que tu appelles les fameux tops paradoxaux. Et là, malheureusement, les réseaux sociaux ont beaucoup de mémoire, notamment Twitter, enfin ou X, vous l'appelez comme vous voulez. Et puis là est ressorti un tweet de 2016, donc notre cher Abemous Papam, notre cher Premier ministre bien-aimé. Il écrivait, ouvrez les guillemets, derrière Emmanuel Macron, il y a des grands intérêts financiers incompatibles avec l'impartialité exigée par la fonction politique. C'était chez Bourdin, c'était en 2016. Eh bien, j'aimerais bien qu'il réfléchisse à cette citation. Alors peut-être qu'il est resté maire de Pau, en plus d'être Premier ministre, avec des jets privés, et puis peut-être un bilan carbone un peu élevé. Peut-être parce qu'il craint que dans les semaines à venir, il se passe quelque chose d'un peu délicat pour lui. Mais en tout cas, non, il va vraiment, c'est ce qu'on appelle aller à la soupe, hein, c'est la gamelle. Et je comprends pas, si, c'est la fausse naïveté, qu'on puisse tenir des propos comme ça et accepter aujourd'hui la charge de Premier ministre, qui est quand même le fusible numéro 1 de la Ve République. Alors, allez, on peut changer. Entre-temps, on n'est pas obligé d'être figé. On passe au flop. Oui, alors le premier flop va une nouvelle fois à Sophia Aram. Alors, c'est extraordinaire parce que c'est un double flop. Ça va à Anne Sinclair, dont je ne comprends pas le positionnement. L'ancienne donc égérie de 7 sur 7, la fameuse émission politique des années 80, et qui s'est reconvertie dans la presse en ligne. Et là, elle va féliciter Sophia Aram, comme si elle avait un courage extraordinaire, parce que Sophia Aram, en fait, va tenir une espèce de tribune qui dans le Parisien, qui s'appelle « En Syrie », on va voir la capture d'écran, « En Syrie, regardez la barbarie en face ». Waouh, quel courage, c'est incroyable. Oser critiquer ce qui se passe en Syrie, je trouve ça formidable. Critiquer le régime d'El-Assad, c'est tout à fait extraordinaire de courage. Alors, ça date pas d'hier, son positionnement facile sur des conflits que tout le monde condamne, évidemment, comme celui en Syrie, enfin, sur la condition de vie des Syriens depuis X années. Sauf que, elle n'est pas super encline à aller sur le terrain de Gaza, notamment, et de défendre la condition des civils et ce que vivent les civils. Et ça remonte, c'est pas si vieux que ça remonte au 7 mai dernier. Donc, c'est-à-dire qu'à l'époque, nous pointions déjà le fait qu'on avait affaire au moins à des crimes de masse, au moins à des crimes contre l'humanité, voire à des génocides. Et voilà ce qu'elle disait. Je vous laisse écouter. Et votre regard sur la mobilisation des étudiants de Sciences Po qui continue. L'entrée a été brièvement bloquée ce matin. Les forces de l'ordre sont de nouveau intervenues pour disperser des rassemblements pro-palestiniens. Quel est votre regard sur cette mobilisation étudiante ? Dénoncer des crimes, c'est légitime, c'est vraiment légitime. Mais ce qui est insupportable, c'est d'avoir des élus de la République, une fois de plus, qui viennent leur expliquer qu'il y a un génocide en cours. On ne peut pas parler de génocide. Un génocide, c'est un terme qui a une définition légale. Et il faut l'utiliser, il faut leur expliquer. Moi, je suis pas très à l'aise avec la récupération politique. Alors, bon, on me dit, mai 68... Pourquoi toujours mai 68 ? Ils n'étaient pas nés en mai 68. Leurs parents n'étaient peut-être même pas nés en mai 68, à eux, ceux-là. Il faut qu'ils se fassent eux-mêmes leur opinion et qu'ils évitent. Parce que quand on voit, franchement, ce qu'ils ont fait de mon discours hier pour dire que je faisais l'apologie du génocide, il faudrait peut-être qu'ils relativisent leur discours. Alors, à sa décharge, elle est dans ce négationnisme, c'est vraiment du négationnisme, de crimes contre l'humanité à minima et de génocide. À sa décharge, elle est accompagnée par d'autres négationnistes. Alors, ceux-ci, comme le dit Caisse de Grève, sont des négationnistes d'État, puisqu'ils ont des fonctions ministérielles. Et je vous laisse écouter la manière virulente avec laquelle ils se sont opposés à la notion de génocide, alors qu'elle est enfin, et malheureusement reconnue. Les mots, Madame Obono, ont un sens. Les mots ont un sens. Et accuser l'État juif de génocide, c'est franchir un seuil moral. On ne peut exploiter la notion de génocide à des fins politiques. L'antisionisme est un antisémitisme et il nourrit cette haine à l'endroit de nos compatriotes juifs, et singulièrement depuis le 7 octobre dernier. Et de ce point de vue, les discours incendiaires qui assimile l'État d'Israël à un État d'apartheid, qui assimile l'État d'Israël à un État génocidaire, contribue à l'antisémitisme. Retourner l'accusation de génocide
contre le gouvernement d'un peuple qui l'a subi, c'est non seulement une faute morale, mais c'est également une faute juridique. Alors, on va parler d'une Céline que tu épingles. Elle chante peut-être un peu moins bien que Céline Dion. Ça, c'est pas très difficile. C'est pas contre elle que j'en ai. C'est une pauvre personne qui, en fait, ils sont un groupe assez important de gens qui cherchent une reconnaissance et qui essayent pour ça de passer dans les médias. C'est le meilleur moyen de se faire reconnaître dans les médias d'extrême droite, évidemment, et qui vont tenir des propos absolument délirants. Et là, je me demande toujours pourquoi on continue de l'inviter. Elle n'a aucune expertise, absolument aucune expertise. Elle va raconter les pires horreurs parce qu'elle sait qu'en avançant à chaque fois un peu plus dans l'outrance et l'horreur, elle sera réinvitée et donc elle sera reconnue et que peut-être elle participera à des colloques où elle sera rémunérée. On la retrouve sur l'une des télé-radios Mille Collines, ici, à sortir les pires horreurs sans aucune légitimité à les proférer. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a eu un effondrement moral. Autrement dit, le fait que LFI ait utilisé l'antisémitisme comme un moyen de conquête du pouvoir, parce qu'il faudra le dire, c'est la haine antisémite qui a fait voter de façon massive un certain nombre de banlieues. Et c'est pour ça que la stratégie Rima Hassan n'était pas une stratégie perdante. Or, le Parti socialiste s'est cousu les paupières. Aujourd'hui, quand il arrive en disant « Vous savez, Marine Le Pen, elle pue », vous les regardez, vous lui dites « Mais vous nagez aujourd'hui dans les excréments ». Donc, comment est-ce que vous pouvez dire que le fromage pue plus que le camembert, Et donc, aujourd'hui, cet argumentaire-là s'est effondré. On en arrive à Richard Millet. Qui est Richard Millet ? Richard Millet, c'est un écrivain qui vient sur les plateaux pour sortir des horreurs, des bêtises, des choses qui n'ont aucun sens. Une espèce de concurrence avec Yves Tréhard, vous savez, qui quitte les transports, qui quitte les transports en commun quand il voit une femme voilée. Lui, il va quitter carrément une pharmacie parce qu'il voit des gens voilés, donc leur déniant à des musulmans le fait de pouvoir pratiquer cette profession qui, quand même, a vocation par ricochet à sauver des vies. J'ai entré l'autre jour à Vincennes dans une pharmacie où la pharmacienne et son assistante, enfin sa préparatrice, étaient voilées. Je suis ressorti sans rien acheter. Pourquoi ? Parce que je me suis senti complètement rejeté. J'ai senti que je m'affrontais à quelque chose qui n'était pas ma civilisation, qui était tout à fait autre chose. J'avais l'impression d'une espèce d'enclave Algéro, Marocco, enfin tout ce que vous voulez. Je n'étais plus en France. Vous allez dire que j'exagère. Mais la question, si vous voulez, par ce petit genre d'exemple, mérite d'être posée. C'est un peu comme les boucheries halal, si vous voulez. C'est pas exactement la même chose. Donc, il est évident qu'il y a en France et ailleurs tout un mouvement pour essayer de faire sauter cette question du voile, qui est devenue une espèce de cheval de Troie de l'islamisme en Europe. On le sait. Donc si on suit sa logique, j'imagine que le jour où il ira au bloc opératoire parce qu'il aura fait un AVC ou je ne sais quel, il souffrira de je ne sais quelle maladie, il refusera d'être soigné par les très nombreux médecins, femmes et hommes musulmans qui opèrent sur le sol français, opèrent sans jeu de mots, sur le sol français. Et j'aimerais bien à ce moment-là être là pour voir s'il a le courage et le cran de faire. Et on ne sait même pas si c'est vrai ce qu'il a dit. C'est ça le pire du pire. C'est juste une espèce de racontage. Moi, je vais dans une pharmacie parce que j'ai besoin de médicaments pour me soigner. J'en ai strictement rien à foutre de la nationalité ou de la confession présumée des personnes qui sont en face de moi. Évidemment, je vais prendre ces médicaments, à moins qu'il y ait une photo d'Éric Zemmour au mur. Je ne vois pas en quoi je quitterai cette officine. Alors, on a parlé la semaine dernière de la dérive du Figaro, dont une des figures est Eugénie Bastier, la journaliste et polémiste Eugénie Bastier, et tu as quelque chose à lui reprocher encore cette semaine. Oui, alors ça m'avait échappé parce que c'était le jour même de notre enregistrement. Eugénie Bastier, elle a complètement lâché la rampe. Elle est partie en live, elle est partie en vrille. Vraiment, il y a quelques années, on avait eu... je ne veux pas dévoiler des choses privées, mais on avait eu des échanges plutôt intéressants. Et là, elle est complètement partie en live. Et elle va tout simplement... Ça montre également la dérive globale du camp conservateur. C'est-à-dire que à l'époque, on disait conservateur. Aujourd'hui, on a l'impression que
le conservatisme s'incruste dans le fascisme, en fait, dans le pré-fascisme, on va dire. C'est exactement ce dont je parle régulièrement, la fameuse fenêtre d'Overton médiatique qui fait que, oui, ils embrassent une forme de néofascisme. Et là, alors là, c'est clair, net, précis. Elle va louer Javier Milei, donc l'actuel dirigeant argentin, qui est à classer clairement dans la case des néofascistes, puisqu'il a, vis-à-vis des services publics notamment, une radicalité extraordinaire. Et puis, il y a, alors je parlais tout à l'heure du Point avec ses sondages et compagnie, il y a un mensonge qui parcourt un certain nombre de médias français qui est de dire qu'il est en train de redresser le pays économiquement. En fait, pas du tout. La pauvreté est galopante, mais effectivement, les marchés, eux, sont gagnants. Donc, c'est encore un traceur clair, net et précis. Et elle, qu'est-ce qu'elle souhaite avec cette pauvreté galopante? Elle souhaite l'importer en France. Je vous laisse écouter. Et c'est certain que le libéralisme n'a pas bonne presse dans notre pays et que nous aurions sans doute besoin de davantage de liberté. Mais nous avons aussi besoin de davantage de vérité. Et c'est ça la leçon que je voudrais retenir de Javier Milei. Quand il a pris le pouvoir, il a prévenu « il n'y a plus d'argent ». Nous savons que la situation va empirer à court terme, mais après, nous verrons les fruits de nos efforts. C'est ce discours de vérité, ce sang et ces larmes qui sont annoncés, qui sont à milieu des discours démagogiques des politiques français qui promettent la continuité d'un système qu'ils savent condamner. Contrairement à ce qu'on dit, la France n'a pas besoin de compromis. Elle a besoin de politiques qui prennent des décisions courageuses et drastiques. Il y a autant d'écart entre la modération de Michel Barnier et la radicalité de Javier Milei en politique qu'entre moi et Lionel Messi au football. C'est ce volontarisme politique, ce courage de la vérité qui est une inspiration pour un pays aussi sclérosé que le nôtre. Alors tu vas désormais parler d'une de nos anciennes chroniqueuses, Françoise Degois. Absolument, dont j'ai toujours émis des réserves par rapport à ses positions. Enfin, cher Paul Élec, si tu nous regardes, je te salue. Mais le média se veut pluriel, on continue. Exactement, et puis elle a été embauchée, je le rappelle, avant le 7 octobre, et c'est à partir du 7 octobre qu'elle est partie complètement en vrille, même si moi j'estime qu'elle l'était un peu avant, il y a quelques années de ça, sur France Inter, avec notamment Ségolène Royal et son soutien inconditionnel. Elle aura fini par être embauchée comme directrice de la com dans la région Poitou-Charentes, qui me pose un tout petit problème déontologique, mais c'est un autre débat. Donc elle s'est vautrée, littéralement, Françoise Degois, donc qui se dit éditorialiste. Qui est éditorialiste Oui, alors éditocrate, mais éditocrate, le problème d'éditorialiste, c'est que ça laisse penser que c'est journaliste et que ça a la rigueur du journalisme, un peu comme le Canada Dry, sauf que c'est pas exactement le cas. Et il y a un cadre RN qui s'appelle Andrea Cotarac qui va poster une photo qu'on va voir. Et cette photo, elle le montre aux côtés d'El Assad, en Syrie, donc, voilà, avec un dirigeant de droite que vous allez reconnaître. Et il explique qu'en fait, alors qu'il a été pointé sur les réseaux sociaux, il avait été mandaté par la France Insoumise à ce moment-là. Sauf que la photo, en fait, qui est avancée par une journaliste, Françoise Degois, cette photo date d'une période ultérieure à ce pointage. C'est-à-dire qu'il dit qu'il est parti en 2018. Alors, je lis, je vous lis l'extrait. C'est: est-ce que quelqu'un d'intelligent peut rappeler, donc ça c'est le cadre RN qui dit ça, est-ce que quelqu'un d'intelligent peut rappeler à Antoine Léaumont, donc il l'a pointé, que lorsque je... Oui, l'un des cadres députés LFI, que lorsque je me rends en Syrie la première fois en 2018, je suis élu et mandaté par la France Insoumise. Et il va mettre une photo, donc il va pointer la photo, qui, elle, est bien postérieure à 2018, et il était à ce moment-là au Rassemblement national. Et donc, qu'est-ce qu'elle va dire ? Elle va dire, Françoise Degois, c'était assez drôle, en fait, et de voir la boulette de LFI, et de voir surtout la délégation auprès de Assad était composée du RN et des Insoumis. Elle n'en sait absolument rien. Au-delà de la blague, cette photo dit beaucoup. Alors, elle parle de blague, sauf qu'on n'est pas sur un sujet excessivement drôle. Bastien Lachaud, autre cadre élu de la France Insoumise, va lui dire que rien n'est drôle, ni les mensonges de M. Cotarac, ni les balivernes de cette journaliste sans éthique. Il a mis journaliste entre guillemets, je suis assez d'accord avec lui. Et elle va répondre: ce genre de leçon de morale à la noix venant de vous me fait rire. Vous parlez du cynisme en fin connaisseur, et par ailleurs, je comprends votre gêne, car
qu'importe la date de cette photo. Qu'importe la date de cette photo. C'est-à-dire que cette photo prouve que c'est un mensonge de la part de l'élu RN. Eh bien, elle en a rien à foutre. Ce qui est quand même pour une journaliste un petit peu problématique, puisqu'elle devrait dire au contraire, alors que tout le monde l'a alerté là-dessus, tout le monde a envoyé les coupures, notamment je crois que c'est Ouest France qui avait publié cette photo, c'est exactement la même photo. C'est postérieur, elle devrait se dire, ouais, je me suis fait un peu manipuler, je me suis fait un peu avoir, c'est pas la première fois. Il faut quand même, à un moment donné, vérifier ses infos. Alors, c'est pas la première fois qu'elle sort une espèce d'outrance, il faut reconnaître ses erreurs. Bon, elle avait pas reconnu, elle le reconnaît toujours pas d'ailleurs, ça revient sur le tapis régulièrement, qu'elle avait parlé des bébés égorgés, des bébés israéliens égorgés. Alors, quarantaine, pas quarantaine, où c'est un peu comme Alibaba les 40 voleurs. Ce nombre de 40 vient de nulle part, parce que c'est de la propagande et ça s'est avéré être un mensonge. Elle le reconnaît toujours pas, alors que notre ami toujours Paul Hellec l'avait repointé ici. Je l'avais pointé ici plusieurs fois. Donc elle est incapable de reconnaître qu'elle s'est plantée. Et là, je pense que c'est un peu problématique, parce que ça vient la décrédibiliser totalement. Et ça fait encore... Ça abîme encore, ça fait encore un peu plus de mal à la profession, et je ne la remercie pas du tout pour cet exploit. Et j'espère que peut-être un jour, dans un éclair de lucidité, elle présentera ses excuses. En tout cas, au sujet de cette affaire Andrea Cotarac, il y a une nuance, effectivement. En 2018, enfin je le dis pour la gouverne de celles et ceux qui nous écoutent, en 2018, il est parti en Syrie pour la première fois, mais c'est pas au moment où il est en train de négocier son passage à l'extrême droite. Il dit qu'il a été mandaté par la France Insoumise, mais en fait, il est allé avec des élus de droite, en fait, de droite extrême, de droite, Thierry Mariani, qui est lui-même dérivé de LR-ORN après. Et donc, au moment où il s'en va, finalement, la délégation est conduite par Thierry Mariani, qui est encore LR. Et lui, il est encore FI, mais il est en train de basculer vers l'extrême droite. Il dit qu'il a été mandaté. Et puis, la FI dit qu'il n'a absolument pas été mandaté. Et lui, il dit, bon, portez-moi plainte. Mais il n'a pas aucune sorte de preuve de ce qu'il a été mandaté, parce que, justement, la preuve doit venir de là. Et pas du contraire. Parce que prouver quelque chose qui n'existe pas, c'est plus difficile que prouver quelque chose qui existe, parce que quand vous allez en mission pour un parti, il y a des documents et vous ne pouvez pas dire n'importe quoi. Bref, l'article de Check News est très instructif à cet égard. On passe au microscope. Et tu t'es intéressé à toute la hype forcée ou naturelle, en tout cas à toute l'opération de propagande qui entoure Louis Sarkozy, le fils de son père. Oui, alors ça ne vous aura pas échappé. Je me suis très sincèrement posé la question, un peu comme pour Hanouna d'ailleurs, je me suis posé la question de savoir si il fallait le traiter ou pas. Je pense que tu t'es aussi posé la question, Théo, parce que c'est le mode opératoire, c'est de faire parler de lui à tout prix. Il en a strictement rien à foutre de ce qu'on pense de lui, qu'on dise du bien ou du mal de lui. C'est complètement annexe, il faut qu'on parle de lui. Et il y arrive plutôt pas mal, et c'est ça le problème. C'est-à-dire que la presse française, la presse qu'on appelle mainstream, ne tire jamais les enseignements de ses échecs, en fait. C'est des anti-Mandela. Ils vont, ou de leur défaite plutôt, ils vont reprendre un vieux schéma qui est de faire la promotion de quelqu'un qui n'a absolument aucune légitimité, qui est le fils de, je dirais pas fin de race, mais fils de, et qui a un certain nombre de contradictions. On va les voir, ces contradictions, qui ne semblent pas déranger tous ces médias, notamment... alors, les médias d'extrême droite, qui eux, font leur job, j'ai envie de dire, CNews et compagnie, mais... Frontières, un nouveau truc dont on parlera dans quelques instants, mais ça va de nouveau aller un peu plus loin, c'est-à-dire sur RTL notamment, et sur France Inter, qui va faire la promo de ce garçon. Toute cette promo est organisée autour d'une sorte de baptême politique, une sorte de rallye, en tout cas d'événements qui a une odeur forte d'entre-soi de la droite et l'extrême droite parisienne, un événement surcouvert pour des raisons mystérieuse, parce que en fait il n'est soutenu par rien, il n'y a pas de parti politique qui endosse cette sortie politique, ce dévoilement politique, il n'y a même pas de message politique clair qui est envoyé, mais bon, en fait tout le monde en parle à un moment donné. Oui, c'est ce qu'on appelle en journalisme le suivisme. Et par exemple, je vais vous montrer un extrait
Alors, c'est Manouk, 44, qui a eu la même réflexion que moi. Mais bon, je lui rends hommage parce que c'est elle qui l'a eu avant moi. Elle explique, à l'issue de cet extrait, écoutez bien, tendez l'oreille. Le problème, c'est ce qu'elle dit, le problème, c'est qu'au bout de 3 générations, certains nous considèrent encore comme immigrés. Et effectivement, il va pouvoir tranquillement, sans contradiction, expliquer que le problème, c'est que des immigrés de la 3e génération ne se sentent pas français. Qu'est-ce que c'est un immigré de la 3e génération ? Je ne sais pas, très sincèrement. Peut-être Louis Sarkozy ? Peut-être, on en reparlera juste après. Je vous laisse écouter. Les gens sur les réseaux sociaux, ça a été très commenté. Oui. Votre position sur l'immigration et sur l'islam, est-ce que vous pourriez expliciter un petit peu ? Si vous voulez, mais je ne suis pas là pour parler de ça. Je me suis beaucoup expliqué sur le sujet. Moi, j'aime la ligne de M. Retailleau. Et d'ailleurs, sa courbe de popularité le montre. Vous avez tous vu le sondage IFOP, c'est pas une courbe, c'est un mur. Le truc explique. Ça manque de juste. Et après, je pense qu'on va en français, quand on dit qu'on peut couper les pots complètement, c'est pas vrai. L'immigration, elle est ancrée dans notre ADN. Et donc, bien sûr qu'il faut réduire les flux, qu'il faut se battre contre l'immigration, qu'il faut exécuter les OQTF, tout ça, c'est devenu une évidence. Mais il y a un challenge d'assimilation fondamental. La vraie défaite de la République, c'est pas qu'il y ait des gens qui viennent. La vraie défaite de la République, c'est qu'il y a des jeunes qui sont ici depuis 3 générations qui ne se considèrent pas français. Et ça, il faut attaquer ça. On a une culture sublime, on a une histoire longue. Il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Donc pour moi, l'immigration, qui est le défi existentiel fondamental, n'est qu'une partie de l'équation. Le reste, c'est l'assimilation. Je me fais taper dessus par l'extrême droite depuis ce matin. Avant-hier, c'était l'extrême gauche. Ça veut dire la droite, aux dernières nouvelles. Si on se fait taper dessus par les deux côtés. Alors, ok, Louis Sarkozy, parlons immigration. J'aimerais savoir si vous vous sentez français ou américain. Puisqu'on apprend en 2018 sur TF1 que Louis Sarkozy a entamé des démarches pour devenir un citoyen américain et qu'il a toujours dit qu'il était plus fier d'être américain que d'être français. Il l'a dit, il l'a écrit. Et il a fait, y compris, il a intégré une école militaire aux États-Unis, donc c'est quand même pas rien. Il a soutenu Trump. Donc il a été américain jusqu'au bout des ongles. Il a soutenu Trump. Il a d'abord, quand il sortait un livre avec sa mère en 2019, dit pique-pente de Trump et soutenu Obama. Puis il a soutenu Trump. Oui, il a soutenu, mais je parle le plus récemment, je prends dans l'ordre chronologique. Et, non, mais c'est quand même la preuve que les chiens ne font pas les chats, parce que son père est également passé par Chirac, Balladur, bien etc. Sûr, bien sûr. Bah oui, ça c'est cette famille, quoi. Il doit y avoir un truc neuro là-dessus ou d'ADN, mais ou d'habitus. C'est possible aussi. Mais voilà, je lui pose la question, est-ce qu'il va pouvoir comme ça, tranquillement, sans que les médias, je rappelle que c'est ici une émission de critique média, je ne critique pas la politique, je critique les médias. Est-ce qu'on va le laisser déblatérer ses conneries sans lui poser des questions qui me semblent un tout petit peu intéressantes, de savoir si c'est pas par opportunisme que d'un coup il se met à aimer la France. Vous avez écouté l'extrait tout à l'heure où il parle de l'histoire de la France, l'histoire éternelle, le roman français, enfin bon, des conneries d'extrême droite habituelles. Est-ce que c'est par opportunisme que d'un coup il se sent français alors qu'il se sentait américain il n'y a pas si longtemps? Alors il y a un tel enthousiasme que, alors ex-livre noir, donc qui s'appelle maintenant Frontières Média, qui est alors c'est pas un journal en fait, c'est un tract en ligne, un tract d'extrême droite, mais vraiment je lis très tranquillement, hein, sans méchanceté, c'est-à-dire que ces gens ne sont pas journalistes du tout, ce sont des militants. L'un des journalistes a milité très clairement pour Zemmour pendant la campagne. J'étais à 2 meetings de Zemmour, je crois, et je l'ai vu arriver, mais comme une espèce de VIP. Il était là comme en famille. C'était clair et net. Hein. Il militait pour à la fois le livre noir militait pour Marion Maréchal Le Pen et pour Zemmour. Et donc cet ex-livre noir, la Frontière, en fait, se plante tellement ils sont enthousiastes. Et donc c'est là qu'on sort de l'arc journalistique. Ils vont, eux qui sont défenseurs de la langue française, machin, ils vont se planter. Je vous laisse juste regarder ce tweet. Ils vont parler de rentrée politique le concernant. Ça peut paraître anecdotique. Moi aussi, je fais des fautes de frappe ou des correcteurs orthographiques qui viennent me planter. Il n'y a aucun problème. Là, c'est pas la même chose. La rentrée politique, ça sous-entend. En politique, quand on fait du journalisme, on sait très bien que la rentrée politique, ça signifie qu'on est déjà engagé en politique. Qu'est-ce que c'est une rentrée? Là,
il n'y a aucune rentrée puisqu'il débute sa carrière politique avec leur aide, sans aucune connaissance de quoi que ce soit. Et donc je trouve ça assez remarquable. Alors le Point était également présent. On revient, c'est marrant parce que c'est vraiment une boucle de gens du même bord. Le Point était également naturellement présent. Et alors on va voir cette espèce de cette capture d'écran. On a passé la soirée avec Louis Sarkozy et les Jeunes Républicains dans un bar parisien. Ils étaient excessivement peu nombreux. Donc c'est pas un événement politique, c'est pas le Zénith avec 8000 personnes du tout. Donc ça montre bien qu'il y a une volonté, notamment du Point, qui est quand même un journal reconnu, en termes de vente et d'histoire. Contrôlé par la famille Pinault. Absolument. Oui, c'est important que tu aies raison. Contre le groupe Kering. Tu as raison de le préciser. Ils vont en fait en faire un événement. Donc ils le disent eux-mêmes dans un bar parisien. C'est rien, il y a rien d'extraordinaire. Un bar, moi je le remplis je peux le remplir. Enfin le média, on peut le remplir. Nous, on peut remplir un restaurant avec 200 personnes. Ça n'a aucun sens. Simplement, ça montre la volonté de promouvoir à outrance et de manipuler l'information pour faire croire que c'est un événement alors que c'est un non-événement. Et ce qui m'ennuie profondément, c'est vraiment cette histoire de promo, y compris sur le service public avec sa maman, qui va venir expliquer, et on va le voir, que c'est LCI qui en parle, mais qui balance des images de France Inter, ce qui est assez rare d'ailleurs. On va voir sa maman expliquer comment c'est un trop gentil garçon. Je vous laisse écouter. Je le sens, si on prend tous les ingrédients pour faire un bon... Mais je pense que la politique se fera différemment. Moi, je pense qu'il est tout à fait l'homme politique de demain. Après, on verra si c'est sa voix, sa vocation et son envie. Je n'ai aucune volonté politique, mais on en reparle en 2035. Pour l'instant, je vis aux États-Unis, je pars à l'étranger bosser dans le privé, mais je n'ai absolument aucune volonté politique, je vous l'assure. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que de cette promo, finalement, qui était liée à la sortie de leur livre commun en 2019, donc c'est un peu la saison 1, et la saison 2, c'est 2024, et bon, la saison 3, c'est peut-être 2035, elle voit son chouchou, son loulou, président de la République d'ici 2035. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, la promotion de Louis Sarkozy, qui d'ailleurs... c'est réjouissant, s'embrouille avec l'extrême droite, notamment, qui reproche à Frontière de faire sa promo. C'est très drôle. Parce que, il estime qu'il est un peu trop à gauche, et c'est très marrant. Parce que, alors oui, précisons pour nos amis internautes et téléspectateurs, c'est que, simplement, il a dit que le problème, c'était l'assimilation, mais que les frontières restaient ouvertes et qu'on avait toujours la capacité, la France avait toujours la capacité, et c'est dans son histoire, d'accueillir des étrangers. Et ça, évidemment, et ça, c'est drôle de voir que Frontière, un média d'extrême droite, se fait taper sur les doigts parce qu'il a laissé la parole à quelqu'un qui dit que non, les frontières, on peut les laisser ouvertes, mais il faut faire gaffe à l'assimilation. Donc ils se font taper sur les doigts en fait par tout le monde, par la gauche et par la droite, enfin par l'extrême droite. Et je trouve ça assez marrant parce qu'ils se sont tirés une balle dans le pied sans le réaliser, mais c'est plutôt marrant. Alors rappelons que la mère de Louis Sarkozy, Cécilia Sarkozy, se vantait de ne pas avoir une goutte de sang français à l'époque où Nicolas Sarkozy devait entrer à l'Élysée. Et ça montre aussi finalement le mouvement de la droite française, un mouvement qui va vraiment de plus en plus vers une sorte d'essentialisme et de racisme quasi scientifique. C'est très intéressant à analyser. Mais bon, pour terminer sur Louis Sarkozy, tu voulais évoquer l'analyse de nos amis d'Acrimed, le site de critique média, sur la nouvelle dérive des médias, une analyse qui est justement centrée sur Louis Sarkozy. Oui, on va voir la capture de l'article que je vous invite à aller voir. Il pose la question de l'héritage. On n'est pas en monarchie. Il n'y a pas d'héritage. Mais qu'est-ce qu'il a ? Alors, apportez-moi la preuve. Qu'est-ce qu'il a de plus que son nom ? Il essaye, et j'ai lu dans plusieurs papiers de médias d'extrême droite, qu'il veut se faire un prénom. C'est l'expression habituelle pour dire que c'est pas le fils de... Voilà. Sauf que non, c'est exactement ça. J'ai envie de dire, qu'est-ce qu'il a de plus en connaissance, en diplôme, en maîtrise des affaires intérieures, parce que c'est quand même un peu le sujet. Je ne piche pas. Et donc, cette espèce de... Sachant que son père avait beaucoup... de manière faux cul, mais il avait quand même essayé de faire la promotion, soi-disant, de la méritocratie.
Je ne sais pas si vous vous rappelez. Mais là, c'est l'antithèse de la méritocratie. Je veux dire, moi, j'ai un fils, enfin, j'ai plusieurs enfants. Moi, j'ai un fils qui a lu tout Marx, tout Engels, qui est tout à fait disponible. Et qui peut remplir un restaurant parisien. Qui peut remplir un restaurant parisien. Joseph, je te salue. Mais il peut très bien, lui aussi, prétendre à être adoubé par les médias. Sauf qu'il lui manque juste un nom. Il lui manque un nom, il lui manque peut-être un parrain prestigieux, parce que le parrain de Louis Sarkozy, c'est Martin Bouygues, le patron du groupe absolument, TF1. Et ça joue, puisqu'effectivement, j'ai cité tout à l'heure France Inter, je n'ai pas cité LCI, mais oui, ils squattent LCI, propriété donc de Bouygues. Il y a un problème, ça vient, si vous voulez, et je terminerai là-dessus, ça vient vraiment imager le problème, et on est en plein dedans, sur notamment les questions de la TNT, de la concentration des médias. Et là, pour le coup, moi qui suis critique sur ce débat, là, je reconnais que oui, effectivement, le fait que ces fameux milliardaires détiennent ces médias fait que, oui, ils peuvent offrir un tapis rouge, dérouler un tapis rouge à des gamins qui sont pour l'armement. Enfin, je veux dire, il a tenu des discours délirants sur les armes à feu aux États-Unis. Il est pour l'armement open bar, alors qu'on sait les massacres de masse qu'il y a aux États-Unis. L'éradication des Palestiniens aussi. L'éradication des Palestiniens qui crèvent tous. Alors, il parlait soi-disant des gens du Hamas, des cadres du Hamas, mais enfin, je pense que c'était un peu plus large, et donc il n'en avait rien à foutre des populations civiles. Donc ce garçon est dangereux, je pense. Comme disait Thierry Ardisson, l'extrait est passé chez nous il y a quelque temps, c'est comme laisser une Kalachnikov, il parlait d'Hanouna, c'est comme laisser une Kalachnikov à un gamin de 12 ans. Donc c'est complètement irresponsable, je le redis, de la part des médias, et je vous invite vraiment à aller lire cette longue analyse d'Acrimed. On passe au coup de cœur. Alors oui, les coups de cœur à la veille des fêtes de fin d'année. Il y a un livre qui m'a surpris, qui est un livre écrit par Valérie Trierweiler, qu'on connaît médiatiquement, qui est une consoeur, je ne sais pas si elle est toujours journaliste d'ailleurs, mais qui est au moins une ancienne consoeur, mais je pense qu'elle écrit toujours, et Constance Vergara, donc c'est à 4 mains. Ça s'appelle « C'est pour une amie », avec un point d'exclamation, on va voir la jaquette évidemment, et c'est un manuel à l'usage des quinquas. Alors, ça peut paraître un peu... Ça te parle, Moumou. Arrête, c'était il y a longtemps, moi, l'entrée dans la quinca génie, ou je ne sais pas comment on peut dire ça. Alors, ils expliquent que c'est à la fois un manuel d'instruction, un guide de destruction des idées reçues et thérapie de groupe. Alors, ça m'a intrigué, donc je me suis dit, tiens, je vais y jeter un œil quand même. Et en fait, c'est assez marrant parce qu'on se fait piéger par ce livre, donc c'est pour des gens... idéalement ou essentiellement célibataires, en fait, qui vivent, vous savez, on dit souvent on vit notre deuxième ou troisième vie. Donc c'est des femmes qui vivent leur troisième vie, ou deuxième, mais souvent troisième, je pense, et qui vont effectivement déminer un certain nombre d'idées reçues et qui vont tenter de préparer leurs amis virtuels ou réels à l'entrée dans cette phase de la vie qui est intéressante, parce que c'est vraiment c'est la partie de la vie où on va... les enfants sont grands, on peut être effectivement séparés, ce que je ne souhaite à personne évidemment, mais on peut être séparés et du coup repenser à toute une série de choses. Et puis il y a des démontages. Alors j'ai l'exemple d'un extrait, enfin d'un passage sur l'arrivée au garage, parce qu'il faut faire réviser la bagnole, il faut la faire réparer, et qu'elles disent ne rien maîtriser, par exemple, à la mécanique, et que c'était le mari, en fait, qui avant connaissait tout ça, et qu'elle était complètement paumée. Et on se demande, sur le coup, si c'est du lard ou du cochon, et en fait, on comprend que c'est une forme d'ironie, et que je trouve ça très léger. Et comme il y a plusieurs chapitres, on peut très facilement le prendre et le lire par partie. On peut passer d'un chapitre à l'autre. Je trouve ça vraiment assez marrant et bien fait. Et puis je connais malheureusement pas Constance Vergara, mais j'apprécie sa plume. Mais j'avoue avoir une certaine sympathie pour Valérie Trierweiler, qui notamment est engagée très fortement auprès du Secours populaire. Et rien que pour ça, j'ai envie de dire, je la remercie. C'est pour une amie, manuel à l'usage des quinquas. C'est signé Valérie Trierweiler et Constance Vergara. Et c'est aux excellentes éditions Les Arènes. Alors j'ai dans un tout autre registre, j'ai un livre qui a été envoyé par un internaute qui s'appelle Aziz Salam. Ça s'appelle Le Château de mon père, et c'est très personnel, mais
en même temps, je trouve que c'est assez universel. En fait, il part du principe que son père disait à propos de sa maison au Maroc, vous ne la vendrez pas, c'est compris, tant que je serai vivant, vous n'y toucherez pas. Et donc, il raconte l'attachement extraordinaire que son père avait pour cette maison. Mais c'est valable pour beaucoup, beaucoup d'autres choses. Il dit même, en substance, que son père aimait cette maison plus que ses enfants. Et ça me renvoie à... Alors, je ne vais pas vous dévoiler l'intrigue, mais il va faire des recherches a posteriori pour essayer de comprendre ce rapport entre son père et sa maison. Alors, évidemment, vous aurez compris le clin d'œil, le château de mon père, évidemment, le clin d'œil provençal. Et il va, en fait, nous raconter quelque chose qui peut tous nous parler, c'est-à-dire que on a tous un parent, un oncle, une tante, qui ont peut-être un rapport avec, mais même un objet, ou avec un lieu, voilà, moi c'est la Norvège par exemple, mais avec un lieu, une place, une ville, quelque chose qui dépasse l'entendement et qui est supérieur à quelque chose de raisonnable et qui fait qu'ils vont y être attachés et qu'ils vont ne pas vouloir s'en séparer jusqu'à l'épreuve finale. Donc c'est Aziz Salam, on va voir la jaquette, pardon. C'est Le Château de mon père, c'est aux éditions Bouquelis. Je vous le conseille, c'est vraiment très agréable à lire. Et on passe aux remerciements. Alors, les remerciements, on va être bref, puisqu'on a un petit peu mordu sur le trait. Ils vont à Paco et Dorian de Plogastel. J'étais pour le média, comme en Bretagne pendant quelques jours, et j'ai rencontré des internautes. C'était absolument passionnant. Pierre et André également, qui étaient organisateurs de cette rencontre. La docteure Julie de Brest, qui vient d'avoir son doctorat, et que je félicite. Perexon et sa maman Désirée de Paris 15e, qui nous regardent régulièrement. Julie et Amaury de Paris. Smaïn de Lorient, qui m'a aussi accueilli chez lui, Marie-Thérèse de Saint-Main et dans le Finistère, Hello Cambon, également Bassem de Blois. Alors Bassem de Blois, c'était assez rigolo parce qu'en fait, il m'a vu dans le train et il était en train de regarder notre chronique. Et j'imagine, il était un peu sidéré, mais j'imagine effectivement, je me mets à sa place, de regarder quelqu'un sur une vidéo YouTube dans une émission de télé et de voir la personne en face de soi, c'est assez surprenant et donc on a sympathisé, c'était assez drôle, c'était un moment assez rigolo. Comme vous savez, m'en offrir. Françoise également d'Orléans, Eliane et Philippe de Saint-Jean-le-Blanc. Tous ces gens font partie d'Attaque 45, donc l'association amie du média, que je salue avec chaleur, ainsi que les élus qui se reconnaîtront. Charlotte et Michel, qui étaient présents à une réunion à laquelle j'étais également présent. Et Michel, qui habite près de Limoges, qui est une amie de Pierrette, notre chère Pierrette, que je salue de nouveau. Je voudrais juste avoir un petit mot pour Christiane Essel, qui a rejoint Stéphane Essel, voilà, qui est parti et qui a décidé de partir en quittant la France pour aller dans un pays frontalier et pour en finir dans la dignité. Et je salue le combat, d'abord je la salue, je salue Stéphane Essel, et je salue le combat de tous les militants pour le droit de mourir dans la dignité. Merci Mourad. Et merci à vous d'avoir regardé L'œil de Moumou sur la chaîne YouTube du média, sur notre site internet ou encore sur le canal 165 de la Freebox et sur Molotov. On rappelle que le média, votre média, est en pleine campagne. Il ne vit que des abonnements et des dons de celles et ceux qui l'aiment. Et la campagne de fin d'année, c'est la mère des batailles. Si vous le pouvez, allez sur le mediatv.fr/soutien et donnez-nous de la force, donnez-vous de la force. Restez connectés aux médias.